إفقاد حكومة. الاستقالة كان ينبغي أن تحصل منذ زمن طويل. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟ Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. C'est toujours le flou dans l'affaire des otages de Arsal. 3 d'entre eux auraient été libérés. Le groupe armé à l'origine du rapt de Hussein Kamel Jafar exige une rançon de 1000 $ pour le libérer. Michel Sleiman multiplie les entretiens en vue d'une solution à la crise gouvernementale. Il a reçu ce matin le Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati. Au moins 12 personnes ont été tuées en Syrie, des étudiants par des chutes d'obus de mortiers sur la faculté d'architecture dans le centre de Damas, la capitale. Et à suivre dans ce journal, après presque 2 semaines de fermeture, les banques chypriotes ont rouvert dans le calme pour éviter la fuite des capitaux hors de l'île. Les autorités ont décidé d'instaurer une série de restrictions sur la circulation et le retrait d'argent. Mais avant de développer ces titres, une bonne nouvelle en provenance du Nigeria. Les 3 Libanais qui ont été enlevés hier dans le pays ont été libérés cette nuit contre une rançon. Le montant de la rançon n'a pas été révélé. Le rapt s'est produit dans un restaurant de Victoria Island à Lagos, la capitale économique du Nigeria, située au sud-ouest du pays. Les otages, Karim et Ali Matar, 2 frères, et Mohamed Haïdar travaillaient donc dans une entreprise commerciale. C'est toujours le flou dans l'affaire des otages de Arsal. On vous l'annonçait en début de semaine. Hussein Kamel Jafar a été kidnappé dimanche dernier par des hommes armés près de la région de Arsal. En représailles, la famille de l'otage a enlevé 10 habitants de la localité sunnite située à la frontière avec la Syrie, dans l'est de la Bekaa. 3 d'entre eux auraient été libérés ces dernières heures. C'est le clan Jafar qui l'a confirmé ce matin et il s'engage à mettre un terme à sa campagne de prise d'otages. Ce jeudi, on apprend également que le groupe armé à l'origine du rapt de Hussein Kamel Jafar exige une rançon de 1000 $ pour le libérer. Le chef de l'État, Michel Sleiman, a reçu ce jeudi en audience le Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati. L'occasion pour les 2 hommes de passer en revue les derniers développements au Liban, mais surtout les préparatifs en vue des consultations parlementaires pour la désignation d'un nouveau Premier ministre. Le président s'est également entretenu avec le directeur général des forces de sécurité intérieure, le général Ashraf Rifi, et le ministre démissionnaire des Finances, Mohamed Safadi. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de ces entretiens. Et au Grand Sérail, le siège du gouvernement à Beyrouth, le Premier ministre sortant s'est concerté avec l'ambassadrice des États-Unis, Maura Connelly. À Washington, l'administration Obama a récemment affirmé suivre de près la situation au Liban. Après la démission de Najib Mikati, le département d'État a souhaité que le Liban se dote d'un gouvernement qui reflète les aspirations des Libanais et qui renforce la stabilité, la souveraineté et l'indépendance du pays. Des Cèdres, Maura Connelly, qui s'est également entretenu, vous le voyez à l'écran, avec le chef de l'Assemblée, Nabi Berri. Najib Mikati au Grand Sérail a également reçu en audience le ministre sortant des Affaires étrangères, Adnan Mansour, et une délégation de la Jama'a Islamiyya. Au moins 12 étudiants syriens ont été tués ce jeudi par la chute d'obus de mortier sur la faculté d'architecture dans le centre de Damas, la capitale. La télévision d'État attribue cette attaque aux terroristes, un terme utilisé par les autorités pour désigner les rebelles armés de l'opposition au régime de Bachar el-Assad. Les tirs d'obus et de roquettes par les insurgés se sont multipliés ces dernières semaines sur Damas. De violents combats ont d'ailleurs éclaté à l'aube entre les insurgés et l'armée dans les quartiers de Kaboun et de Kadam, faisant plusieurs morts et blessés. Les bailleurs de fonds se sont réunis fin janvier pour mobiliser 1,5 milliard $ pour les victimes du conflit en Syrie. Médecins sans frontières dénoncent le déséquilibre de l'aide internationale apportée dans le pays après 2 ans de violences qui ont fait plus de 70 000 morts et des milliers de déplacés. Voici le nord de la Syrie, une région contrôlée par les rebelles. Ici, les besoins médicaux sont immenses et l'aide insuffisante, comme dans ce camp de déplacés non loin de la frontière turque. MSF intervient directement dans le pays et y a ouvert 3 hôpitaux. Ces équipes fournissent aussi des médicaments et assurent une formation aux Syriens qui dispensent les premiers soins aux blessés près du front. Il y a encore quelques mois, ces hommes n'avaient aucune connaissance médicale. À chacune de leurs visites,
Les médecins urgentistes de MSF doivent montrer et expliquer les gestes essentiels. Donner l'oxygène, de faire une perfusion assez basique, d'arrêter les assainnements importants, mettre les attelles pour les fractures, donner la première dose d'antibiotiques pour les fractures ouvertes et traitement aussi pour les brûlés. L'essentiel de l'aide humanitaire internationale est géré depuis la capitale, Damas, et est distribué dans les zones sous le contrôle du gouvernement. Alors que les conditions de vie s'aggravent dans les territoires insurgés où vivraient environ 7 millions de Syriens, les secours internationaux sont minimes. Pour répondre aux besoins présents dans ces zones, MSF demande aux bailleurs de fonds de soutenir également les opérations humanitaires transfrontalières. D'après l'ONU, plus de 2 millions de civils sont déplacés à l'intérieur de la Syrie et ont fui leur foyer. Beaucoup se retrouvent de nouveau confrontés aux tirs d'obus et aux bombardements dans les zones où ils ont cherché refuge et doivent à nouveau partir. Témoignage de chercheurs d'Amnesty International, première partie. After 2 years of the start of the uprising, it really doesn't look good. Now the main things are the attacks and are the violent clashes that take place. It's a war, yani. I think we are still at a point when things have to get a lot worse before, you know, they might start to get better. And I know that that's a difficult prospect because things are already so very bad. The indiscriminate bombardments are tantamount to deliberate targeting of civilians because government foresees know perfectly well that, you know, 9 out of 10 times those who are hit are civilians, and that means the biggest killer of children. And children are growing up with so much violence, trauma, displacement, pain around them. Some children are fighting with the armed opposition groups. We're also seeing the armed opposition getting hold of more weapons, becoming themselves involved in committing more human rights abuses. The allegations are that these were soldiers who were no longer combatants, and therefore at this point it looks very likely that this is a war crime. Another one. I'm sure that a lot of Syrian people would agree with me that this is totally unacceptable, and this is not why the uprising, began in the first place. How much more evidence do we need to gather? How many civilians need to be displaced or killed before the Security Council decides to act? There are millions of Syrians who have been displaced by the conflict. People have lost their homes, their businesses, everything, and it's now been going on for 2 years. أتذكر كل شيء قاد أجمل وأحسن، بس بعد شغلة شهر يعني صار الحروب فوقنا وتعرفين الحال صار مو زين قاد، وانقطع الأكل عنا وصار البرد. فجينا لهين احنا قاد من الحروب فوقنا. I have been on mission to Lebanon where I spoke with many Syrians who have fled Syria, and as an Amnesty International researcher, you come across horrific cases every day you can just not forget. I remember one survivor from the Houle massacre. She's 15. Her relatives came so that they would be all together, and they thought that this home is safer. Okay? And there was no safe home. Yani. The security forces or the Shabiha came house by house, and killed the people, including children, including little children. After the massacre, she started going to each body looking for her siblings and nieces and nephews. And over 70 of those who were killed were from the Abdel Razak family, from the same family.
And the mother told me that I just tell her to forget. They're not getting any support. They're not getting emotional support at all. Et vous pourrez suivre donc demain la deuxième partie de ce reportage. Pour la suite de cette édition, Nelson Mandela a de nouveau été hospitalisé la nuit dernière à Johannesburg. Retour sur le plateau de l'info. Après presque 2 semaines de fermeture, les banques chypriotes ont rouvert dans le calme aujourd'hui, mais les autorités qui craignent la fuite des capitaux hors de l'île ont décidé d'instaurer une série de restrictions sur la circulation et le retrait d'argent. La population reste donc mécontente, mais surtout inquiète. Pour la première fois depuis 12 jours, les banques chypriotes rouvrent leurs portes. Si elles reprennent du service, ce n'est pas sans de fortes restrictions. Ce que craignent les autorités, c'est une fuite des capitaux hors du pays qui risque de fragiliser encore plus l'économie de l'île. Pour éviter cela, la population chypriote se voit imposer plusieurs mesures visant à limiter la circulation d'argent. Pour 4 jours, impossible pour les habitants de retirer plus de 300 € par jour ou d'encaisser des chèques. Les transactions avec l'étranger sont limitées à 5 000 € par mois, tandis que les voyageurs quittant l'île ne peuvent pas porter plus de 1 000 € en espèces. Même si je vais à la banque aujourd'hui, ils ne vont pas me donner plus de 300 €. Combien de temps est-ce que je vais tenir avec ça? Tout le monde est perdu, surtout les retraités. Malgré les craintes du gouvernement d'une éventuelle panique bancaire, la réouverture s'est faite dans le calme, mais les Chypriotes restent mécontents et surtout inquiets. En cette fin de mois, beaucoup se demandent quand est-ce qu'ils recevront leur salaire. Tout mon argent est bloqué à la banque, je ne peux pas l'utiliser. Et on ne peut pas recevoir nos salaires non plus, les compagnies ne peuvent pas payer leurs employés. Vous voyez ici derrière moi, c'est vide. Pourquoi ? Parce que la plupart des compagnies n'acceptent pas nos chèques et qu'elles ont besoin de cash. Ce matin et depuis hier soir, des agents de sécurité se sont postés devant plusieurs banques de Nicosie, parfois armés. Dans les banques, les employés sont arrivés plus tôt et certains ont même reçu des consignes spéciales. Hier aussi, plus de 1000 personnes ont manifesté contre le plan de sauvetage européen conclu lundi, censé sauver Chypre de la faillite. Pour les manifestants, ce plan obtenu au prix d'une restructuration drastique du système bancaire risque d'aggraver le chômage sur l'île, en récession depuis 2 ans. Un reportage signé Léa Assir. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, Nelson Mandela a de nouveau été hospitalisé la nuit dernière à Johannesburg. L'ancien président sud-africain, âgé de 94 ans, lutte depuis 2011 contre une infection respiratoire. Le président Jacob Zuma a appelé le pays à prier pour son héros national. Dans la capitale Pretoria, les messages de soutien se multiplient. L'icône de la lutte contre l'apartheid n'est plus apparu en public depuis bientôt 3 ans. Au Chili, l'ancienne présidente Michelle Bachelet va briguer un nouveau mandat à la tête du pays. La présidentielle aura lieu en novembre prochain. Michelle Bachelet a fait son annonce quelques heures à peine après son retour à Santiago. Ces dernières années, elle était basée à New York où elle dirigeait l'agence de l'ONU pour les femmes. C'est un vaste coup de filet anti-taliban en Afghanistan. 4 civils ont été tués dont un enfant. C'est le lourd bilan d'un assaut donné par les forces afghanes et de la coalition dans la province du Logar. Une région réputée instable située au sud de Kaboul, la capitale. Autre bilan militaire cette fois, 23 combattants talibans ont été tués et 4 autres capturés durant l'opération. Jeudi saint, le pape François, son premier jeudi saint au Vatican, il a présidé ce matin la messe chrismale dans la basilique Saint-Pierre. Durant cette messe, les prêtres renouvellent leurs promesses faites lors de leur ordination sacerdotale. Une messe durant laquelle on consacre le Saint-Crème et sont bénies les autres huiles saintes utilisées durant toute l'année pour les divers rites. Le pape François a célébré cette messe entouré de quelques 1600 cardinaux, évêques et prêtres. Allez, on se quitte sur ces images en provenance de Jérusalem où le patriarche latin Monseigneur Fouad Toual a célébré ce jeudi la messe de la scène du Seigneur au Saint-Sépulcre entouré de son presbyterium et de nombreux religieux fidèles. Et voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. C'est toujours le flou dans l'affaire des otages de Arsal. 3 d'entre eux ont été libérés. Le groupe armé à l'origine du rapt de Hussein Kamal Jafar exige une rançon d'1 million de $ pour le libérer.
Michel Sleiman multiplie les entretiens en vue d'une solution à la crise gouvernementale. Il a reçu ce matin le Premier ministre démissionnaire, Najib Mikati. Au moins 12 étudiants syriens ont été tués ce jeudi par la chute d'obus de mortier sur la faculté d'architecture dans le centre de Damas, la capitale. Et après presque 2 semaines de fermeture, les banques chypriotes ont rouvert dans le calme. Pour éviter la fuite des capitaux hors de l'île, les autorités ont décidé d'instaurer une série de restrictions sur la circulation et le retrait d'argent. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com. Et excellente suite de programmes sur notre antenne. Vous retrouverez Noura à la barre du prochain JT. أعلن استقالة الحكومة. الاستقالة كان ينبغي أن تحصل منذ زمن طويل. ماذا عن آلاف الخبراء الروس والإيرانيين ومقاتلي حزب الله؟